Bienvenue à cette première édition des rendez-vous de la réflexion stratégique. Alors, les rendez-vous de la réflexion stratégique sont un nouvel outil du CSFRS que nous avons décidé afin de mieux valoriser la recherche qui est conduite avec le soutien du CSFRS et de créer une synergie avec les partenaires qui contribuent à notre site Géostratégia. Le premier sujet que nous allons porter ce soir est le sujet du Sahel, donc autour d'études que nous avons fait réaliser sur le Sahel. L'idée forte, je crois, c'est que d'abord le Sahel, il nécessite quand même la solidarité internationale. C'est une zone fragile sur beaucoup de plans, sur le plan environnemental, sur le plan politique, sur le plan démographique, sur le plan agricole. C'est une zone qui a besoin de l'aide internationale. Mais qui a besoin de l'aide internationale pas comme une leçon, mais qui a besoin de l'aide internationale comme un support à une politique définie par les Sahéliens eux-mêmes. Et donc le message que j'ai vraiment voulu faire passer ce soir, c'est le message du dialogue, de l'écoute. Écoutons nos partenaires, écoutons leurs besoins, écoutons vraiment ce qu'ils veulent. Ne leur importons pas nos idées reçues, ne leur importons pas nos recettes, ne leur importons surtout pas nos états ou nos modes de faire. Aidons-les à faire leur modèle. La question qui interpelle évidemment, c'est ne sommes-nous pas dans une impasse stratégique ? Ne sommes-nous pas condamnés à rester, consolider tant bien que mal ce régime et l'autorité, ce régime malien ? Est-ce politiquement réaliste dans la mesure où nos troupes commencent maintenant à se faire caillasser ? L'ampleur de l'échec actuel a été récemment rappelée par l'ambassadeur Bruno Joubert dans un article très lu dans Le Monde. Eh bien, l'impression, c'est que l'équipe gouvernementale, de toute façon ayant échoué ces 4 dernières années, seule une nouvelle équipe gouvernementale, dans le cadre des élections que l'on attend et que l'on espère pour le mois de juillet prochain, devrait permettre peut-être de construire un appareil d'État malien avec au moins les 6 ou 7 administrations fondamentales qui permettront, je dirais, de remettre de l'ordre dans ce pays. Je crois qu'il y a en fait 2 idées fausses. La première, c'est de croire que l'armée française et les forces des Nations Unies vont restaurer la sécurité au Mali. La deuxième, c'est de croire que les milliards de l'aide internationale eux seuls vont également ramener le Mali sur la voie du développement inclusif et efficace. Il va falloir au Mali reconstruire intégralement l'appareil régalien. Et la difficulté en ce domaine, c'est que les grandes agences multilatérales qui ont beaucoup d'argent ne veulent pas s'occuper de ces questions-là. Elles considèrent que c'est trop délicat, trop politique, trop sensible. Et donc, elles ont beau proclamer partout qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, pas de sécurité sans développement, elles se refusent à ce genre de tâches. Le deuxième problème, c'est que pour véritablement ramener la paix dans les villages maliens, il faut améliorer les conditions de vie, en particulier dans les zones rurales qui sont quand même assez abominables. Et sur ce plan-là, l'aide internationale, si vous voulez, telle qu'elle est organisée actuellement, risque de conduire à une grande pagaille, un gâchis d'argent et un certain nombre d'inconvénients sur le plan économique, et qu'il faut, je dirais, la coordonner de façon beaucoup plus efficace, la diriger et la piloter de façon stratégique. C'est un petit peu ça les 2 messages que je voudrais passer. Je vais essentiellement insister sur le vide étatique, parce qu'en fait, nous sommes dans une situation de crise qui a des momentum qui sont conjoncturels, donc des problèmes de crise sécuritaire, mais qui s'adossent à quelque chose de beaucoup plus structurel, c'est-à-dire une absence de construction des États, qui fait qu'on se trouve dans des endroits où les régions sont enclavées, les gens n'accèdent pas à un certain nombre de services essentiels, énergie, électricité, mais surtout éducation et santé. Et on a encore aujourd'hui beaucoup de difficultés, que ce soit les États eux-mêmes ou que ce soit les problématiques d'aide au développement, à intervenir dans ces domaines. Je me suis aperçu dans le cours des débats, mis à part cette toute dernière intervention qui était très intéressante, qu'on a beaucoup concentré les choses sur le Mali et la crise malienne. Donc il y a déjà cette délimitation de cette crise géographique et de cet espace sahélien et de cette question de cette
de cette crise, où se passe-t-elle? Et c'est indéniable quand même qu'il y a une situation de crise plus particulière au Mali. Il y a un second focus de crise dans la région qui est focalisé au nord Nigeria, au sud-est du Niger et du Tchad, du sud du Tchad, qui est le phénomène Boko Haram, qui est le deuxième foyer de tension. Mais ce sont deux foyers de tension majeurs. Quand vous regardez la carte, c'est le Mali, ça peut déborder un peu, frontière nigérienne, frontière burkinabé. Alors ça fait longtemps que beaucoup de monde pense qu'il y a une séparation nette entre les deux rives du Sahara, que le Sahara, ça constitue une sorte d'espace vide. Ça fait longtemps que la littérature académique critique beaucoup cette idée, mais ça traîne à entrer dans le débat public. Donc il y a toujours cette idée que l'Afrique du Nord, ça fait partie complètement différente de l'Afrique, ou que ça ne fait même pas partie de l'Afrique. Et on trouve même ces idées au Maghreb. Il y a aussi l'idée que l'Afrique subsaharienne, ça constitue un espace totalement différent. Donc j'aimerais bien casser cette idée. Et ça fait longtemps que beaucoup de personnes travaillent là-dessus pour donner beaucoup plus de nuances et pour donner une image, une idée plus complexe de ces zones-là. On considère souvent que l'Algérie est un colosse au pied d'argile, qui serait quasiment resté bloqué à l'époque soviétique, qui ne bougerait pas, qui ne changerait pas, qui n'agirait pas dans les enjeux de sécurité qui concernent sa région. Et cela ne correspond pas véritablement à la réalité. Cependant, ce qui est beaucoup plus juste, c'est qu'elle coopère avec ses partenaires régionaux, aussi bien maghrébins que de l'espace saharo-sahélien, mais aussi avec ses partenaires européens ou avec les États-Unis, par exemple. S'il est vrai que l'Algérie n'intervient pas en dehors de ses frontières pour des raisons historiques et constitutionnelles, c'est interdit dans sa constitution, il est aussi vrai qu'elle coopère et qu'elle agit, qu'elle est loin d'être statique et immobile. Si on ne fait pas l'effort d'ouvrir cette boîte, de regarder sociologiquement, politiquement ce qui se cache derrière ce label djihad, à mon avis, on commet une énorme erreur, parce que ça rend inintelligible en fait les processus locaux qui poussent certains à prendre les armes. De fait, certains prennent les armes parce qu'ils aspirent à une transformation politique en accord avec leurs croyances religieuses. Mais on a aussi énormément de gens qui rejoignent les rangs du djihad pour des raisons strictement locales, qui ont bien souvent à voir avec la manière dont le gouvernement sait ou ne s'est pas occupé d'eux au cours des dernières années. Je pense qu'il faut en tout cas maintenir cet effort d'une meilleure connaissance des textes, de ce qu'on appelle aussi à tort et à travers la charia, voilà, à laquelle on prête là aussi beaucoup de signification et on lui rattache beaucoup d'affirmations plus ou moins erronées. Donc je pense qu'il y a un vrai travail, encore une fois, en direction du grand public, qui malheureusement absorbe tout un tas d'idées reçues, mais je pense aussi au profit peut-être de musulmans, notamment les jeunes, qui s'interrogent, qui sont dans une étape de questionnement. Et il faut être en mesure de répondre à ces questions en apportant des arguments construits et par une connaissance profonde des textes et de ces différentes références, que ce soit donc le Coran, bien sûr, la base, ou encore la tradition prophétique. Toutes ces sources doivent être exploitées. Les djihadistes prospèrent sur des terreaux fragmentés, fracturés, au sein de communautés qui ont souvent des comptes à régler avec l'État. Ça, c'est pour l'aspect, disons, historique de l'émergence des mouvements djihadistes. Mais depuis que ces mouvements ont commencé à prospérer, il s'est passé beaucoup de choses. On a des interférences extérieures de plus en plus prononcées. La France, les Nations Unies interviennent dans la zone. Il y a une deuxième idée que j'aimerais avancer ce soir, qui est celle des risques que fait courir sur la cohésion sociale et politique de ces pays des interventions extérieures un peu musclées.
Je pense que c'est plutôt stimulant justement de ne pas être entouré uniquement d'experts et de ne pas échanger qu'avec des gens qui sont des sachants. Et pour ma part, je trouve extrêmement stimulant de pouvoir transmettre quelque chose qui sera accepté ou pas, mais de pouvoir transmettre peut-être une petite part de connaissances et en discuter si ça suscite des réactions. Je pense que l'échange aussi dans ce cadre-là est très intéressant.